Bonjour, bonne année et bienvenue dans Femmes de Sport. La seule émission omnisport au féminin avec au programme du sport bien sûr, mais surtout du fun, du punch avec Manon Valentino. Bonjour. Bonjour. Vous êtes triple championne de France de BMX, double championne d'Europe, championne du monde junior, il faut que je me souvienne de tout ça, à seulement 25 ans. Impressionnant. Et à côté de vous, Françoise Sauvageau, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente déléguée au CNOSF en charge de la diversité des pratiques et de la vie associative. Et le CNOSF, c'est une grande institution. Oui, c'est le Comité national olympique sportif français. Mais quelles sont ses missions? On connaît comme ça de nom, mais on ne connaît pas ses missions. En fait, il a une double mission. Il est le représentant du CIO en France, c'est-à-dire qu'il a cette responsabilité par rapport Donc le CIO, à l'Olympisme Comité international olympique. Donc D'accord. il est son représentant. Le Comité national olympique est le représentant direct du CIO. Il a en charge, en particulier, et la période y est propice, toute la délégation française qui va partir aux Jeux de Rio. C'est lui qui engage les athlètes, à partir bien entendu des règles des fédérations internationales et des engagements qui sont réussis par les athlètes. Mais il a aussi un double rôle qui est celui de fédérer les fédérations sportives. Il est donc le représentant du mouvement sportif français également. Alors, le mouvement sportif français aujourd'hui, c'est quoi? Il y a combien de licenciés? Il y a combien de clubs? Il y a combien d'associations? Combien de fédérations? Alors, le mouvement sportif français aujourd'hui, c'est 115 fédérations, dont 97 sont membres du CNOSF. C'est en gros 17 millions de pratiquants, de licenciés. Oui, 17 millions, dont la moitié, non pas tout à fait la moitié, seulement 6 millions de féminines. C'est effectivement 17 millions de licenciés, mais aussi, en réalité, 17 autres millions de pratiquants qui, eux, ne sont pas à l'intérieur des fédérations sportives. Donc aujourd'hui, le sport en France est à la fois fédéré, mais aussi dans une discipline, j'allais dire, auto-organisée, où les pratiquants vivent leur activité tranquille, tout seuls. Et j'imagine que c'est là que vous intervenez avec votre délégation, la diversité des pratiques. C'est ça. Alors effectivement, j'ai un rôle par rapport à de nouvelles activités émergentes, par exemple, où nous pouvons les rencontrer et nous essayons de les aider à entrer dans des fédérations sportives afin d'organiser mieux les pratiques. Aujourd'hui, la pratique auto-organisée est un peu plus risquée par rapport, il n'y a pas d'encadrement ou peu d'encadrement. Et aujourd'hui, on essaye d'avancer dans une gestion la plus sereine possible de ces activités grâce aux fédérations sportives qui élargissent leur champ avec tout le loisir sportif qui rentre dans les fédérations. Maintenant, justement, Françoise parlait de l'aspect risque. Le BMX, on peut considérer que c'est un sport à risque quand même. Comment une jeune fille comme vous, pleine de fougue et de beauté, de féminité, s'est lancée dans l'aventure BMX? J'avais un frère qui était aussi fou que moi, tout simplement. J'avais environ 10 ans, il faisait du BMX, il allait au skatepark, on allait dans les vignes, je suis du sud de la France. Et c'est vrai qu'un jour, on a découvert le club de Saint-Paul-Trois-Châteaux avec les grosses bosses, la butte de départ, tout ça. Lui, parce qu'il faut expliquer à nos téléspectateurs ce qu'est le BMX, parce que pour beaucoup, c'est un sport nouveau, c'est un sport presque extrême pour certains. C'est un sport qui est un peu trop extrême pour les Jeux, mais pas assez extrême pour les X-Games. Et du coup, on a été aux X-Games, maintenant on est aux Jeux Olympiques, mais c'est vrai qu'on a du mal un peu à nous trouver cadrer. Votre place. Voilà, donc nous, ça nous a permis de devenir vraiment professionnels. Donc les fédérations se sont engagées, là il y a plein de choses qui ont été mises en place, des équipes de France, tout ça. Mais c'est vrai que c'est un sport à risque, beaucoup plus risqué que d'autres. Et on essaie de bien l'encadrer justement pour pouvoir continuer à progresser dedans, moins se blesser. Je vous parle du format olympique avec une butte de départ qui fait 8 mètres de haut. Donc je vous laisse imaginer, ça plonge La comme descente. ça. Ah, c'est un peu comme saut à ski, mais bon, en miniature. Avec une bosse qui fait en bas environ 10-12 mètres de long. Souvent, il y a une deuxième bosse ou pas. Et il y a encore après une grosse bosse à la fin. C'est environ 4 lignes droites, 3 virages relevés. Des fois, ça peut être un peu plus long, un peu plus court. Ça doit être entre 350 et 450 mètres. Et voilà. Bon, ce début d'année, on vous propose le Tour de France en images, le zapping de Femmes de Sport. Après, sur le plan personnel, nous, c'est notre sport de couple. On en fait beaucoup. Et puis c'est un épanouissement de couple aussi bien que personnel. J'ai une petite fille de 5 ans et pour pouvoir plus voler, je l'emmène en parapente avec moi. Oui, je me suis construit un équilibre avec le parapente.
Et en fait, depuis, c'est un peu ma raison de vivre, le parapente. J'aime tellement ça que voilà, c'est un truc très important dans ma vie. Ça prend beaucoup de place. C'est mon année sportive, c'est sûr, c'est l'année de l'aboutissement, c'est mon Graal, c'est mon année. C'est sûr que dès qu'on gagne un combat, on se demande quand est-ce que va être le prochain. À chaque fois, c'est systématique. On a une adrénaline très forte et qu'on retrouve nulle part ailleurs que dans le sport, je pense. Amandine Richard, qui est une Nantaise, qui fait partie du club Nantes, des Roquettes Nantes. Et là, elle va faire son sport sans souci. Et elle fait partie du Pôle France également. Elle joue sa frame numéro 10 pour le spectacle. Super strike là, vraiment très belle boule. Ma famille, mes oncles et mes 2 petits frères faisaient du hockey et j'allais souvent encourager à leurs matchs. Donc en fait, je me suis dit pourquoi pas, un jour j'ai eu envie d'essayer et ça m'a plu. Pour quelqu'un qui vient d'un quartier pauvre, le seul moyen qu'il a de s'en sortir, c'est à travers l'éducation ou le sport. Le principe du judo, c'est quand t'es petit, tu peux faire tomber les gros. C'est à peu près ça, ouais. Je pense que c'est la base de tout. Et en fait, c'est que peu importe son gabarit, on peut réussir à gagner. Je pense que c'est ça qui est important. Et c'est le message que ici, on essaye aussi de véhiculer auprès des enfants. Peu importe le milieu dans lequel on vient, on a tous les moyens, ou en tout cas, on peut se donner les chances de réussir. On vient de voir avec Gévry Zeman une autre façon de vivre les Jeux, une façon de vivre autrement ces Jeux Olympiques. Vous, maintenant, vous êtes en pleine préparation. Comment ça va? Je sais que vous venez de chuter, justement. J'ai eu une année 2015 très très difficile. En fait, j'étais en fauteuil roulant pendant un peu plus de 2 mois. Je me suis cassé le talon. Donc j'ai mis un peu plus de 6 mois à récupérer. Et en fin d'année, pour ma dernière compétition, je suis à nouveau tombée avec plusieurs points de suture et du coup, un repos forcé à nouveau. Mais malgré tout ça, ça se passe extrêmement bien. Ça n'entache pas la préparation olympique? Ça a mis beaucoup de stress, ça a repoussé un petit peu ma préparation, mais j'ai travaillé énormément de choses, que ce soit la diététique, prépa mentale, tout ça. J'ai repris toutes les bases, ce qui fait qu'aujourd'hui, on va dire que je suis vraiment solide pour ces prochains Jeux. Et voilà, donc j'ai énormément de travail à faire, donc ça va être... très stressant, mais ça va. Vous êtes allé déjà repérer Rio, la piste, etc. C'est important d'aller voir sur place avant pour une athlète? Du coup, c'était en fait l'un de mes objectifs pour 2015 et c'est devenu l'objectif vu que c'était mon retour en compétition. Et je me suis donné à fond justement pour être en équipe de France, vu qu'il n'y avait que 3 filles qui pouvaient y aller. Donc j'ai pu repérer la piste. Il y avait quelques soucis dessus, mais on a pu rouler. Et puis c'est Rio, c'est magique. On a vu, moi, la piste des Jeux, ça donne les frissons. Et aujourd'hui, à chaque fois que je m'endors, finalement, je commence déjà à préparer comment je vais rouler. On visualise les courbes et les courses. C'est quelque chose de fou, tout simplement. On pense au jeu et du coup, vu qu'on a roulé sur la piste, on imagine la piste. Et là, j'imagine qu'est-ce que je vais faire. Je commence déjà à penser qu'est-ce que je vais faire à l'entraînement pour pouvoir être la meilleure là-dessus. Madame Sauvageau, justement, tous ces athlètes, c'est vous qui allez les accompagner. C'est une énorme logistique que vous préparez déjà. Mais c'est 400, c'est combien de personnes finalement, une délégation qui va à Rio? Alors c'est un très gros travail de logistique, effectivement. Non seulement il y a les athlètes, mais il y a tous les staffs. Il y a ensuite tous les accompagnateurs et tout le matériel. Et c'est tout ce travail qui est commencé déjà depuis près de 6 mois et qui continue aujourd'hui maintenant dardard pour que effectivement on soit fin prêt au moment des Jeux. C'est toute une organisation. Cette année, on risque d'avoir une très grosse délégation puisque alors nous ne sommes pas encore au bout des qualifications, puisqu'un certain nombre de tournois de qualification vont devoir se dérouler, en particulier sur les sport co. Et par les effectifs de sport co qui risquent cette année de participer, nous risquons d'avoir une des plus grosses délégations qui va partir sur Rio. Début août. Mais ce n'est pas votre seul travail. Vous pensez déjà au futur Bien sûr. Paris 2024. Voilà. Tout le monde parle de Paris 2024. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner une candidature?
pour Paris 2024, tout le monde en rêve. C'est un gros challenge et c'est un beau challenge. Alors c'est vrai que nous avons essuyé quelques échecs et les enseignements tirés doivent nous permettre aujourd'hui de pouvoir candidater dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, le travail engagé est un travail lourd. C'est toute une association, c'est tout un GIP qui est maintenant à la tête de cette préparation, ce Paris 2024 qui se prépare. Et donc l'année 2016 va être une très grosse année, à la fois avec Rio et en même temps ce travail qui devra avoir sa conclusion en septembre 2017 à Lima. Donc c'est une très belle année qui se prépare. Alors justement, une année qui se prépare en matière de Jeux Olympiques. Pour vous, Manon, une grosse année de préparation, mais il y a aussi d'autres athlètes qui se préparent, notamment Sabrina Toussaint, qui est du côté des Vosges, et vous allez voir, elle aussi se prépare pour Rio. On est seul face à soi-même, et quand on loupe quelque chose, on peut s'en prendre qu'à soi. L'une de ses principales qualités, c'est peut-être cette volonté de faire qui l'anime et ne lui a jamais fait défaut. À bientôt 32 ans, Sabrina Toussaint est revenue en août dernier de Russie avec une médaille de bronze de tir à l'arbalète 10 mètres. Son ambition, être désormais dans la délégation française qui partira en 2016 disputer les Jeux Olympiques à Rio de Janeiro. Mais l'arbalète n'est pas une discipline olympique, c'est donc à la carabine et sur la même distance que cette Vosgienne de Châtel-sur-Moselle s'entraîne dur, 2 fois par semaine, au sein de la section tir de Vincey. Un entraînement connecté. En fait, ça s'appelle un SCAT. Ça permet de voir où est-ce qu'on en est au niveau tir, ça permet de voir les bougies, tout ce qui est lâché, à quel moment on lâche, la distance de la visée. Voilà. Il y a toute une analyse sur l'ordinateur qui se fait par rapport à tout un processus qu'on a avant au niveau de la position. La Châtelloise a derrière elle 19 ans de pratique et quelques titres éloquents. Triple vice-championne de France à l'arbalète, première du classement national à la carabine, mais elle doit encore satisfaire à quelques compétitions internationales. C'était une idée folle en fait au départ. On l'a vécu autour d'une table tous les deux en fait, et on s'est dit allez on se relance, on y va. C'est ça, il y a 5 ans, c'est ça qui s'est dit, on y va, on se relance et c'était l'objectif quoi. Alors on nous a pris un peu pour des fous au départ et je suis sûr qu'il y en a encore qui le pensent. Et voilà quoi, les points ils sont quand même là à l'heure actuelle et ça on ne pourrait pas nous l'enlever. Elle est première au niveau national, elle est première à l'arbalète, première à la carabine. Le travail a été fait. Elle le fait super bien, si elle continue comme ça, ouais j'y crois, ouais. On va le faire, elle y est de toute façon. Sabrina, une championne atypique, une mère de famille qui mène aussi de front une vie professionnelle et donc ses ambitions sportives, ambitions soutenues, si ce n'est par la Fédération française de tir, au moins par ce collectif d'amis de la section tir de Vincey. Maintenant, je vais un peu plus progresser au niveau carabine pour pouvoir faire partie du collectif et faire les championnats d'Europe au mois de février, quelques coupes du monde et atteindre un quota, pourquoi pas, pour viser les JO. Ne reste plus qu'à faire mouche, mais pour cela, on peut lui faire confiance. Voilà une femme qui s'entraîne, mais vraiment on est dans le statut amateur. Vous, Manon, vous avez quel statut? Vous êtes professionnel? On est professionnel dans le BMX? Je me considère un peu comme une bénévole des fois en fait. On a une démarche très professionnelle, mais en même temps on doit beaucoup s'engager. Je dépense énormément d'argent chaque année pour pouvoir atteindre mes objectifs et je veux toujours faire plus que les autres, aller plus loin et chercher les petites choses qui feront que je suis la meilleure. Et c'est vrai que c'est compliqué, on est amateur. Justement, en parlant d'argent, on a besoin d'argent pour vivre, il n'y a pas de secret. Comment s'organise votre quotidien? J'ai l'impression que vous êtes à moitié dans une société, vous entraînez. Racontez-nous un peu le quotidien de Manon. Alors, moi, j'ai la chance de travailler depuis 2 ans pour Eiffage Construction à Montrouge. Et voilà, donc ils ont... Comment ça se passe? Tous les jours, de 8h à 19h? Comment vous organisez? Pas jusque-là, non. Je travaille 30% en fait. Donc j'ai un CDI et par-dessus, j'ai une CIP, une convention d'insertion professionnelle, qui a été créée pour les athlètes de haut niveau afin de les aider à se préparer, à avoir quand même un salaire à 100%.
Ça m'a sauvé la vie, tout simplement. J'ai été blessée une année, aucune rentrée d'argent autre que mon salaire. Mais vous avez quand même des sponsors, contrairement au tir, à la carabine, où on voit moins de sponsors. Dans le BMX, il y a peut-être plus de sponsors, parce que c'est un sport qui est un petit peu médiatisé. C'est vrai. Voilà, moi, j'ai mon club qui m'aide énormément, qui paye toutes mes compétitions. Après, je fais en sorte d'être en équipe de France sur les Coupes du Monde, les Championnats du Monde, tout ça. Mais ça reste quand même parfois compliqué. Françoise, 36% seulement des femmes sont licenciées dans une association. On peut encore largement progresser. Où on peut justement améliorer les choses? Alors effectivement, aujourd'hui, si la féminisation de la pratique progresse, c'est grâce à cette stratégie de développement. Aujourd'hui, les fédérations ont besoin d'élargir leurs ressources, c'est-à-dire d'élargir le nombre de licenciés, et par le biais du sport au féminin, elles ont trouvé là une belle piste. Aujourd'hui, 36% de licences féminines, c'est pas assez. La population féminine, n'oublions pas, est supérieure à la population masculine. Les femmes vivent plus vieilles que les hommes. Et cependant, elles sont en nombre inférieur. Et en particulier sur les tranches d'âge 18-30 ans, qui sont les grands moments où les femmes s'arrêtent de pratiquer, même lorsqu'on n'est plus en compétition. Il y a encore une pression sociale, c'est une des analyses, une pression sociale, des machos, la société est machiste et on empêche les femmes de faire du sport? C'est pas que la pression sociale, c'est juste simplement une question de temps. Une femme vit trois journées en une. Entre la femme, la mère de famille et la professionnelle, il est évident qu'elle n'a pas beaucoup de temps pour son loisir. Et prendre du loisir lorsqu'on est à plein temps mère de famille, à plein temps femme de ménage et à plein temps avoir un travail, c'est pas possible. On peut pas. Justement, donc, je crois que vous avez des idées bien établies. Et bien... Enfin, vous pouvez peut-être nous donner quelques conseils pour aider à développer ces pratiques. Aujourd'hui, grâce au travail qui est fait au Comité olympique et le développement de la pratique en général, nous entrons aussi sur le champ du développement de la pratique au féminin, avec particulièrement le secteur du sport en entreprise. Oui. Aujourd'hui, développer la pratique sportive, certes amateur, mais une pratique sportive qui est une pratique régulière, qui fait qu'on se sent bien. Et le bien-être, c'est quand même quelque chose d'important, en particulier chez les mères de famille, qui devraient transmettre probablement à leur génération, aux petits et aux plus jeunes, l'envie de la pratique sportive. Eh bien oui, grâce au sport en entreprise, intégrant une pratique pendant le temps de travail, c'est un moyen de faire progresser la pratique sportive. Au féminin, ça passe par... La médiatisation, c'est évident. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est quelque chose que le CNOSF travaille et encourage? Oui, c'est une vraie question. L'absence d'image de sportive, c'est quelque chose qui fait que l'envie, la motivation auprès même des petites filles n'existe pas beaucoup. On ne va pas régulièrement voir de la pratique sportive au féminin et on n'en voit jamais à la télévision. Donc la petite lucarne ne nous a pas beaucoup aidé jusqu'à présent dans ce développement et cette envie, cette motivation. C'est pour ça que vous avez initié déjà les 24 heures du sport féminin qui ont duré 2 ans. Et maintenant, 4 saisons du sport féminin. Ça, c'est l'évolution. Oui, le CSA s'engage sur un beau projet, un projet très ambitieux qui est dépasser simplement une journée et 24 heures de médiatisation, parce que c'est déjà pas mal, 24 heures de médiatisation, mais qu'est-ce qu'on fait les 364 autres jours? Oui, d'accord. Donc l'idée, effectivement, de 4 saisons où on traiterait des vraies questions, de l'ensemble des questions qui touchent le sport au féminin, à savoir, par exemple, la place des femmes dans les postes à responsabilité. Si les femmes ne sont pas, entre guillemets, aux manettes, comment on fait pour faire évoluer la pratique? Si les femmes n'occupent pas les postes de présidente aujourd'hui, sur 115 fédérations, on n'a que 13 femmes présidentes. C'est un peu léger quand même. Donc oui, traiter de ces questions, traiter aussi de la pratique au quotidien, c'est-à-dire pas que le haut niveau, parce que dans la médiatisation, on le sait, c'est l'élite, c'est le haut niveau, mais aujourd'hui, il faut aussi une pratique accessible à tous. Ça aussi, le sport au féminin, l'envisage de le montrer. Je vous propose tout de suite de découvrir une pratique au quotidien, un club de rugby au féminin, c'est du côté de Rouen, des filles qui jouent un sport dit de garçon, mais qui s'éclate. C'est un sujet de la chaîne normande. Regardez. Montez!
Donc l'équipe elle a été créée en 2006. Depuis elle a bien évolué en 10 ans puisque donc on a franchi 4 niveaux, 4 paliers de compétition et aujourd'hui on a même 2 équipes engagées à 15, une en élite 2 et la seconde donc en fédéral. On a aussi, c'est la nouveauté de cette année, engagé une 3e équipe à 7. Le rugby à 7 historiquement c'est plus un rugby de fin de saison. C'est très en vogue là en ce moment puisque c'est sport olympique et donc on va avoir l'événement là au JO cet été. Et donc il y a un championnat de France qui existe et donc l'été dernier on a remporté le titre donc en 2e niveau, donc on est championne de France, pas élite mais on va dire fédérale à 7. On est assez fiers d'être et puis de rester les seuls champions de France au Normand en rugby, quoi. On a un très bon groupe de copines, que ce soit sur le terrain ou à l'extérieur. On fait les 3e mi-temps tout ensemble. C'est une saison qui a été compliquée sur le début, mais on progresse de semaine en semaine et c'est hyper agréable de jouer avec les filles. Qu'est-ce qui pousse, c'est l'envie de jouer, d'être avec les filles, de se surpasser, de dépasser ses limites. Et voilà, c'est du rugby, quoi. On se rentre dedans et c'est ce qu'on aime. On a 3 entraînements par semaine, on va dire un match, au moins 2 matchs par mois, sachant que ça est arrivé qu'on aille jusqu'à Toulon cette année. Donc c'est assez loin, ça prend tout le week-end, on part le samedi matin, on revient le dimanche soir tard. Et c'est une grosse implication. On est plusieurs joueuses à habiter pas à Rouen. Donc il y en a qui viennent de Dieppe, moi personnellement je viens d'Évreux, donc on se déplace en plus pour venir à l'entraînement 3 fois par semaine. Mais l'ambiance est plutôt bonne, on est contente de se retrouver à chaque fois le soir ici et le dimanche quand on joue. Madame Sauvageau, vous êtes également présidente de la Fédération française d'éducation physique et de gym volontaire, la FEPGV. Qu'est-ce que c'est que cette fédération que peu de gens connaissent ? C'est une vieille fédération, une fédération qui a plus de 130 ans, qui en fait ne travaille pas du tout sur la compétition, mais travaille uniquement sur l'entretien physique. C'est une pratique au quotidien, c'est une pratique de proximité pour tous les âges de la vie, depuis le bébé avec ses parents, en terminant par des seniors très seniors. Mais effectivement, c'est une pratique de santé, de bien-être, et c'est une pratique qui se développe aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Et vous avez énormément de licenciés, plus de 500 000, 546 000, ouais. J'ai vu sur votre site internet. Ouais. Vous avez un site internet extrêmement pratique qui s'appelle sport-santé.fr. Ouais. On retrouve tous les clubs et les associations les plus proches. Et d'ailleurs, vous sortez tous les ans un baromètre. Oui, c'est ça, un baromètre sur ce que les Français pensent de leur état de forme en ce début d'année. Effectivement, 2016 vient de sortir et conformément à ce qui déjà existe depuis 5 ans, nous avons une vraie régularité dans ce baromètre. Les Français classent le sport en 2e bonne résolution. La première des résolutions étant de se dégager des moments de détente avec les amis et la famille. Donc je crois qu'aujourd'hui, on peut souhaiter pour 2016 ces moments de détente et de bien-être. Justement, Manon, pas justement, ça n'a rien à voir. Enfin, quoique la reconversion, ça peut être un bien-être. Hein. Vous pensez déjà à la reconversion. Je crois que l'entraîneur, ça vous inspire, voire justement apporter quelque chose au BMX en Guadeloupe. Là, il y a beaucoup de sujets à traiter, mais c'est vrai que j'ai été énormément inspirée du coup, parce que j'ai fait plein de stages en fait, avec les jeunes, des clubs alentours, en Bretagne, dans le sud, tout ça. Et les voir heureux de rouler avec moi, et moi en fait j'ai retrouvé en fait toutes les petites choses qui me manquaient, que j'avais dans mon enfance, m'éclater, rouler juste avec eux, et juste le plaisir simple de pourquoi j'ai commencé à faire du BMX. Et c'est vrai que j'ai envie de pouvoir amener certains de ces jeunes au haut niveau. La transmission, ça vous inspire ? Ça m'inspire énormément. Alors j'ai pas envie d'être entraîneur de club, mais j'ai envie de pouvoir toucher tout le monde et de leur montrer que, surtout les filles, on peut faire du BMX, c'est un sport de garçon, mais on n'a aucune limite. Et après, c'est vrai que des fois, pour rigoler, je dis que je serai certainement sélectionneuse plus tard et je viendrai chambouler la fédération et comme ça, je pourrai, je sais pas, j'ai envie de révolutionner le BMX. J'ai envie d'avoir un impact plus tard. Je me vois mal à réaliser tous mes rêves, aller aux Jeux, gagner une médaille. J'ai envie de faire 2020 aussi, et puis un jour partir et puis jamais revenir. C'est pas possible. Toute ma vie, j'étais plus longtemps dans le BMX qu'ailleurs, quoi. Merci beaucoup Manon de nous avoir fait
vibrer autour du BMX. Merci beaucoup, Madame Sauvageau. L'émission se termine avec nos invités, mais pas avec Florian, car c'est l'agenda. Bonjour Florian. Bonjour Vanessa, bonjour Alors Jérôme. remis de ces fêtes de fin d'année, parce que moi j'ai vu des photos. Enfin bref, alors partons-nous à la neige. On part à la neige avec du chien de traîneau, la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Ça débute ce week-end et c'est jusqu'au 20 janvier. C'est une grande course de chiens de traîneau à travers les Alpes. 5 femmes au départ de cette course avec les 50 meilleurs mushers du monde engagés. En ski de fond, tu as quelque chose à nous proposer? La 38e édition de la Foulée Blanche, ce sera du 13 au 17 janvier à Autrans dans le Vercors. Des courses un petit peu pour tout le monde et surtout la première étape de Coupe du Monde longue distance avec 42 km et évidemment les meilleures mondiales. Du patinage. Du patinage synchronisé avec la French Cup à Rouen. Ce sera les 5 et 6 février. C'est un événement incontournable avec des équipes mixtes de 16 personnes en même temps sur la glace. Ah oui. Donc ça c'est spectaculaire. Autre chose de spectaculaire? Le Ladies Night Tour. La deuxième étape à la Plagne, ce sera le 9 février. C'est du ski alpin en nocturne avec du slalom parallèle et les meilleures Françaises de la discipline qui vont s'affronter donc dans un grand show exceptionnel. Bon, changement de décor, du judo. Du judo, toujours grandiose quand même puisqu'on on sera à l'Accor Hotel Arena de Bercy pour le Paris Grand Slam. Ce sera les 6 et 7 février. Une étape incontournable du circuit mondial et surtout des places à gagner pour les JO en fonction des résultats. Et toutes les infos sur l'agenda sur www.femmedesport.com. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Florian. Merci beaucoup. Merci Vanessa. Jérôme. Et à bientôt. À bientôt.